Rebonjour tout le monde. Nous allons commencer la nouvelle conférence s'intitulant Les nouveaux géants du web qui sera présentée par Antoine Bonneau et Julien Landuré. Eh bien, je vous laisse la parole. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Julien Enduré Et Antoine Bonneau. et on va vous présenter du coup les nouveaux géants du web. L'idée de ce talk, c'est qu'on a joué un talk il y a quelques temps sur plutôt des anecdotes sur les géants américains qu'on connaît plutôt bien, hein, les GAFAM, ce genre de choses. Et du coup, pour poursuivre un peu tout ça, on a commencé à étudier les nouveaux géants du web, donc plutôt orientés sur la Chine. Qu'on connaît moins. Et donc, l'objectif de ce talk pour vous, c'est de ressortir après cette conférence sur, on l'espère, plus de réponses que de questions. Et finalement, mieux comprendre qui sont ces géants du web chinois, principalement qu'on appelle le BATX. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces entreprises plutôt méconnues finalement vues d'ici. Donc, l'idée, c'est de piquer la curiosité. Pour commencer, on vous propose un petit caout. Donc, normalement, hop, je vais changer de page juste pour présenter un peu tout ça. Donc, je vous invite à hop, rejoindre ici, donc sur kahoot.it et en tapant le code PIN 877 77 88. Hop, et on vous attend pour démarrer un petit caout assez rapide, juste pour se mettre en jambe, on va dire. Voilà, pour la digestion. Pour la digestion. J'espère que vous avez bien mangé. Tic est là. Tac, non, Sylphar est là. 2 joueurs. Ah, ça arrive. Grudy, Balamung, Book. P13X. Allez, allez. Je ne sais pas combien il y a de personnes sur le stream. Sur le stream, mais voilà, connectez-vous. On va dire qu'on attend allez, encore une quinzaine de secondes pour lancer le jeu. C'est quoi le cadeau d'ailleurs? On peut vous envoyer un petit canard, ou alors il faudra venir le chercher. Nous sommes de Nantes. Si vous passez dans le coin, vous aurez le droit à un canard. Et puis, on aura sûrement un t-shirt Zenica. Oui, il y a moyen. Il y a moyen. Un t-shirt Alibaba. C'est vrai que la Codeur en scène, c'est en remote. Il y a eu le Devfest Nantes aussi il n'y a pas très longtemps, nous qui sommes nantais. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de t-shirts qui ont été pris et des canards aussi, remarquez. Ah bah c'est bien, là, Il y ça va a bien une grossi, industrie de canards qui se développe. 35 personnes, 36. Allez, on attend quoi? 38, 40? 44, Loire-Atlantique. Ouais, je ne sais pas si on va y arriver, hein. Là, je vois que les gens, là, ils sont en pleine digestion. Ils prennent peut-être leur petit dessert, leur petit café. Allez, 36, c'est pas mal. On y va? Allez, c'est parti. Allez, zouf. Oh là, Voilà, 37. 37. Bon, bah vraiment, les retardataires. Petite rapporteuse. Hop, première question. Donc, les nouveaux géants du web pour Codeur en scène. Donc là, rapidement, en fait, on va commencer avec un quiz. Il y a 5 questions. Au troisième trimestre 2021, qui est absent du top 5 des constructeurs de téléphones? Est-ce que c'est Xiaomi, Oppo, Huawei ou Samsung? Donc là, l'idée, c'est de vous donner quand même des noms voilà, de grandes marques de téléphone. Chinoise. Ouais, Samsung, pas loin. Pas loin. Asiatique. Asiatique, ouais. Et du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, il y en a qui sont arrivés très vite dans ce classement-là et qui ont disparu aussi vite. Donc effectivement, c'est Huawei qui a disparu du coup du classement des top 5 des constructeurs et on verra que Oppo est arrivé très rapidement là-dessus. Bien joué du coup pour seulement 3 d'entre vous. Du coup, la majorité avait mis que c'était Oppo qui était absent, alors que Oppo, du coup, est troisième de mémoire. Derrière Samsung et Apple. Donc, on a des points pour le nouveau Spider. Bon, il y en a que 3 qui ont eu la bonne réponse. Il y a moyen de gagner des points. Ouais. Rien n'est joué. Question suivante. Beidou en chinois veut dire. Ah là, c'est plus compliqué, hein. 90 degrés, 100 degrés, 200 degrés, 360 degrés. En attendant de donner la réponse, on peut peut-être dire d'où ça vient. La réponse vient d'un vieux poème chinois sur la recherche perpétuelle. Une personne qui cherchait quelqu'un dans une foule et finalement qui passe son temps à chercher. Donc là, on voit qu'il y en a 6 qui ont été très rapides à chercher sur Wikipédia ou Internet. C'est ça. On voit voilà, ceux qui Non, savent. sur Baidu. Sur Beidou, ouais, exactement, moteur de recherche. Hop, donc dans les 6 combons, est-ce qu'il y a un nouveau Spider? Non, Ah, pas effectivement, mal. c'est d'autres personnes. Donc Clem arrive dans le top 3.
Question numéro 3. Quel est le temps moyen passé par jour par un Chinois sur son mobile hors appel, donc plutôt en utilisant du coup les différentes applications? Est-ce que c'est 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure? Donc c'est sur son mobile. Alors évidemment, sur le GIF, on voit qu'il y a deux mobiles, hein, c'est total cumulé, je pense. Ouais. On pourrait s'attendre à plus, d'ailleurs, s'il fallait qu'on donne un indice. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'en fait, on avait regardé, il y avait une sacrée augmentation ces dernières années. Et Ouais. finalement, par rapport à l'Europe maintenant ou les Amériques, enfin l'Amérique, il n'y a pas grosse différence. Exactement. Et effectivement, c'est 3 heures, ce qui correspond à peu près aux dernières stats pour nous aussi européens. Exactement. Autant français. Les Français passent de plus en plus de temps sur leur téléphone. Bon. Ah bah, Grand Seigneur, du coup, prend la tête. Book numéro 2 et Z ou ZI, je ne sais pas trop comment on dit, avec 1209 points en troisième. Question 4 sur 5. Allez, un peu de cloud. Qui est dans le top 5 des cloud providers au monde? Est-ce que c'est Tencent Cloud, Baidu Cloud, Alibaba Cloud ou Huawei Cloud? Donc, ces différents clouds existent pour de vrai, hein. Je n'ai pas juste rajouté le mot cloud derrière une marque chinoise. C'est la mode d'avoir son cloud. Oppo Cloud. Xiaomi Cloud. Xiaomi Cloud. Après, on voit que tous ont quand même des besoins d'infrastructures assez fortes, hein, pour voilà, tenir leur ambition d'expansion sur leurs différentes apps. Donc, effectivement, ils développent leur cloud. Et effectivement, c'est Alibaba Cloud, du coup, qui est dans les tops des cloud providers. On reviendra dessus un petit peu pendant la présentation. Tout à fait. Donc là, la majorité avait bon. Et quand même 9 qui ont indiqué Tencent Cloud, qui est le deuxième cloud chinois aussi, on va dire, derrière Alibaba en termes de part de marché. Tableau des scores. Ah, bah, ça bouge encore. Lena passe première, Book deuxième et Z en troisième. P13X revient au galop. Allez, dernière question. Xiaomi en mandarin signifie, donc là c'est pareil, le plus rapide, hein, fruit du dragon, pomme orange, grand téléphone, petit riz. Bon, là l'idée c'est de faire du random, hein, pour avoir un petit classement. Sachant que en fait, on ne sait pas trop d'où vient la signification, mais c'est juste rigolo. On ne sait pas. Mais pourquoi pas en fait. Allez, hop, c'est parti, c'est fini. Et donc effectivement, il y en a 5 qui ont eu bon, donc c'est petit riz et non pas fruit du dragon. Façon. Hop. Alors, le podium, pour finir ce petit caout de mise en jambe. Donc, en troisième position, Z. Bien joué. En deuxième position, c'était pas facile. Book. Bien joué. Et du coup, le gagnant ou la gagnante qui est Lena. Bravo. Bravo, Lena. Tu as gagné un voyage à Nantes. Voilà, pour récupérer un canard. C'est ça. C'est quand même pas mal. Allez, hop, on quitte ça. Et on repasse sur la presse. Tac. Donc, le caout, c'est fait. Alors, l'idée, c'est de discuter de qui sont-ils au niveau de ces géants chinois. Donc, comme on l'a dit, on connaît beaucoup les géants américains, un peu moins les Chinois. Donc, l'idée, c'est de ressortir avec plus d'infos, piquer votre curiosité. Voilà, on voit pas mal de logos Tencent, Huawei, Baidu, Alibaba, TikTok. Et l'idée, justement, c'est de discuter un peu de tout ça durant ce talk. Exactement. Vous donnez quelques pointeurs. Et puis, voilà, si vous avez envie de creuser, on vous donnera aussi quelques sources à la fin pour aller un petit peu plus loin. On va vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle le BATX, l'équivalent des GAFAM. Donc, raconter un petit peu l'histoire de Baidu, d'Alibaba, de Xiaomi, de Tencent. Précédemment, on a vu le logo de Weibo, par exemple, qui est l'équivalent de Twitter, mais on n'en parlera pas dans cette présentation. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les noter, et puis on pourra échanger à la fin, Tout à fait. à la fin de la présentation. Donc BATX, en gros, l'idée, c'est vraiment de représenter un peu comme les GAFAM, c'est-à-dire les 4 plus gros en termes de capitalisation boursière. Les derniers chiffres qu'on a trouvés, c'est qu'en gros, ça représente 1 milliard, 1,2 milliard de dollars. Et on va dire le GAFAM, c'est plutôt 4,5 milliards. Alors, ils sont 5 aussi, hein, GAFAM versus BATX, finalement, qui sont que 4. Oui, tout à fait. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même une petite différence, mais pas tant que ça, hein. Ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant en termes de concurrence. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est l'introduction, mais c'est aussi la conclusion. C'est qu'on s'aperçoit que finalement, ces géants chinois qui sont vraiment méconnus grignotent de plus en plus de parts de marché sur énormément de secteurs par rapport aux GAFAM. La première fois qu'on a fait ce talk, c'était en 2019. C'est intéressant aussi parce que les chiffres évoluent. Et on voit qu'effectivement, on le verra aussi tout à l'heure, mais il y a des places qui se perdent et il y a même des surprises sur certains classements. Ouais, ou même les constructeurs, comme on a vu, un Huawei qui avait percé énormément ces dernières années et qui disparaît finalement du top 5. Donc ça bouge énormément. Hop, un petit rappel sur l'historique. Donc là, l'idée, c'est juste d'expliquer que ces sociétés-là, finalement,
Certaines sont très vieilles, comme Huawei, Tencent ou Alibaba, donc on va dire les années 90, de la même manière qu'on pourrait retrouver des Amazon, des Google qui se sont créés dans les années 97-98. Au même moment. Par contre, on en a d'autres vraiment beaucoup plus récentes, type Beidou, non, Beidou Weibo. 2000, mais Weibo et Xiaomi. Et Xiaomi, du coup, vraiment impressionnant, puisque du coup, qui est passé très rapidement du coup, dans les top constructeurs mondiaux, alors que les autres, quand même, sont beaucoup plus âgés. On en reparlera de Xiaomi, mais c'est vrai qu'une société qui a été créée il y a 10 ans, rappelez-vous ce que vous faisiez il y a 10 ans. Aujourd'hui, en fait, tout le monde connaît Xiaomi. Vous pouvez acheter des télés, des smartphones Xiaomi. Ils sont 4e au niveau constructeur mondial. Donc, c'est juste un parcours incroyable. Pour info, avant, on parlait aussi de BATS pour un truc qui s'appelait SenseTime. On en parle beaucoup moins parce que ça a perdu son sens. Donc, vraiment, le BATX, l'idée, c'est Beidou, Alibaba, Tencent et Xiaomi. C'est ça. Pour le X. Et même BATH avec Huawei avant, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu disparu du paysage. Tous les problèmes qu'ils ont eus avec les États-Unis sur la confidentialité, je pense qu'ils les a aussi un peu plombés sur le marché mondial. Donc, de toute façon, on le verra. Il y a quand même derrière, au-delà de la guerre GAFAM versus BATX, il y a quand même la guerre aussi psychologique entre la Chine, les US. Enfin, voilà, on sent beaucoup d'histoires autour de ça et c'est pas terminé. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on a souvent, nous les premiers, on les compare assez facilement sur les deux. Il n'y a pas vraiment l'équivalent pour chacune de ces entreprises. En fait, c'est plutôt un ensemble d'équivalents. Donc aujourd'hui, Baidu, qui était clairement sur le même business model que Google au début, quelque part, Baidu fait autant de chiffre d'affaires avec sa filiale de streaming vidéo. Donc on va dire que c'est un mix entre Google, Netflix. Ils ont aussi, on le verra tout à l'heure, une agence de voyage. Ils sont aussi diversifiés sur les maps, sur le cloud. Enfin bon, ils prennent la même voie que Google. C'est quand même très, très similaire. Qu'un Alphabet, quoi. Exactement, qu'un Alphabet qui est global. Alibaba, on le compare toujours avec Amazon et le fondateur d'Alibaba, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je veux juste que mes clients, ils puissent tous concurrencer Amazon. Mais nous, on n'est pas Amazon, en fait. Alibaba, on le reverra, mais Alibaba ne possède rien, en fait. Ils n'ont pas de camion, ils n'ont pas d'entrepôt. C'est uniquement des plateformes d'échange. Il y a une grosse partie, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de Ant Financial, qui est la filiale d'Alibaba qui concurrence clairement PayPal. Et puis, ils ont aussi un système qui ressemble beaucoup à eBay. On y reviendra tout à l'heure. Donc, Alibaba, c'est un ensemble de marques et de sociétés. Avec un aspect autant B2B que B2C, quoi, finalement. Exactement. Pour adresser les consommateurs. B2B, B2C, C2B. Après, on a Tencent, pareil, qui est beaucoup. On n'a pas mis aussi, on aurait pu mettre peut-être un logo de boîte de jeux vidéo, parce qu'ils sont pas mal aussi dans le jeu vidéo, beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup sur tout ce qui est messagerie instantanée. Voilà, sur WeChat, gros concurrent du coup de WhatsApp. Et d'ailleurs, Tencent qui avait loupé le rachat de WhatsApp. Tout à fait, un peu de choses en 2014. Et le dernier, Xiaomi, vous connaissez bien avec Huawei qui concurrence voilà, tout ce qui est monde un peu Apple, etc. Donc, avec chacun aussi leur spécificité maintenant, où ils essaient vraiment de se détacher finalement du socle un petit peu Android qu'ils utilisaient au départ et qui essaient vraiment de s'en détacher en créant leur propre store, voire leur propre OS, etc. etc. Et puis, Weibo, du coup, plutôt sur la partie messagerie. Tout ce qui est réseau social, instantané, façon Twitter. Quoi. Voilà, pour la petite overview rapide. Justement, le classement donc par Alexa, filiale d'Amazon au passage, le trafic en 2019. Donc Google reste de toute façon la plateforme aujourd'hui la plus consultée. Ce qu'on observait quand même en 2019, c'est qu'on avait les trois GAFA, enfin les trois sociétés américaines, enfin les deux d'ailleurs, Google et YouTube, c'est la même société, mais on avait les Américains qui étaient plutôt devant, avec Baidu qui était en 4e, il y avait Wikipédia, et puis après, on avait QQ, la plateforme de Tencent. Yahoo était toujours là, toujours présent, et d'ailleurs toujours présent dans le top 10 américain. C'est assez marrant de voir que Yahoo résiste. Et puis après, on avait les deux marques, justement, dont parlait Julien tout à l'heure, Taobao et Tmall, qui sont deux plateformes d'Alibaba, avec Amazon en 10e position. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 ans plus tard, on observe finalement que Wikipédia a disparu. Wikipédia censuré, je crois, depuis 2005 de l'État chinois. Donc Baidu a recréé son Wikipédia.
pour s'assurer de la fiabilité des informations au sens de filtrer, voilà, modérer le contenu. Exactement, de bien modérer le contenu. Donc Wikipédia disparaît de ce trafic et puis Amazon en fait sort aussi du top 10 pour arriver 11e et on a 2 sites chinois qui arrivent 9 et 10, 360 et puis jd.com. Donc ça s'explique assez bien dans le sens où finalement on le voit sur la slide après. Aujourd'hui le marché Internet, voilà, 95% des Américains sont connectés. En Europe, on est à 85%. Quelque part, les géants américains qui sont présents partout dans le monde, sauf en Chine, puisqu'ils sont blacklistés là-bas, quelque part, sont déjà développés. Alors, il reste encore des marchés, hein, l'Afrique en est un, forcément. Mais aujourd'hui, la Chine, et les géants chinois qui sont très bien développés en Chine, finalement, on voit qu'il n'y a que 57%, 58% de Chinois qui ont accès à Internet. Donc, il reste encore des grosses parts de marché à récupérer en Chine. Et en fait, voilà, le trafic mondial s'explique aussi comme ça, c'est qu'ils arrivent vraiment à bien développer leur écosystème, finalement, en interne. Ils n'ont que des concurrents locaux, entre guillemets, par rapport aux autres qui... Et c'est rigolo parce qu'on voit un petit peu tous les GAFA à un moment donné qui essaient de trouver un moyen en fait d'apporter Internet, on va dire, aux pays du Sud, donc l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie. Et en fait, on voit que les géants chinois ont déjà une part très importante chez eux en Chine, puisque évidemment, c'est un petit peu bloqué, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de concurrence. Ils n'ont pas la concurrence des boîtes américaines chez eux, parce que c'est compliqué de s'installer derrière la muraille électronique chinoise. Ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, ça reste une part de marché qui peut être intéressante quand même de travailler et de comprendre. Et puis l'autre point, c'est qu'ils ont atteint un niveau où en fait, ils touchent vraiment toute la population chinoise qui a accès à Internet sont sur leur plateforme. Et finalement, leur plus grosse croissance maintenant, c'est d'attaquer l'Europe et l'Amérique du Nord aussi de leur côté. Les Chinois sont arrivés assez tardivement finalement sur Internet, mais ils ont adopté rapidement tous les codes Internet, le e-commerce, le mobile. Aujourd'hui, quasiment tous les Chinois achètent sur leur téléphone mobile, ce qui est loin d'être le cas, loin d'être le cas en France, par exemple. Et le paiement aussi. Le paiement avec WeChat. Et ce qu'on remarque à travers les différentes interviews, les différentes documentations, c'est que autant les Chinois au début étaient accusés un peu de copier ce que faisaient les GAFA, autant aujourd'hui, certaines fonctionnalités de WeChat sont reprises par Facebook derrière, etc. etc. La grande muraille électronique, effectivement, l'État chinois est très, très présent. On le verra à travers les présentations des sociétés, mais elles se sont vraiment développées quelque part main dans la main avec l'État chinois. Ils se sont mis en ordre de marche pour accepter une certaine censure aussi qui était imposée par l'État. Facebook est sorti de la Chine en 2010 ou 2011. Google, il y a très, très longtemps qu'ils n'y sont plus. Il y a le projet Dragonfly de Google, on en parle depuis, je sais pas, 2017 ou 2018. Mais franchement, quand on cherche de l'info là-dessus, quelque part, il y a au niveau... c'est pas de la protection des données, c'est les données doivent être accessibles par l'État. Donc, clairement, aujourd'hui, les entreprises américaines ne sont pas prêtes. Américaines et puis mondiales, c'est une autre culture, un autre système. Après, du coup, ils vérifient pas mal de choses à différents niveaux, que ce soit côté infrastructure, au niveau des apps, etc. Vous avez déjà sûrement entendu parler de VPN qui était interdit ou autre en Chine à certains aspects ou certains sites qui étaient évidemment bloqués. Donc, il y a 3 grands fournisseurs d'Internet en Chine, China Telecom, China Unicom et China Mobile. Et en fait, tous, du coup, sont finalement gérés un petit peu par une plateforme chinoise. Après, la question, on peut se la poser aussi. En France, il n'y a pas si longtemps, France Télécom détenait en fait tous les tuyaux pour avoir Internet. Ouais, tout à fait. Sauf qu'on va dire qu'il y a un peu plus de modération, de blocage qui est fait à ce niveau-là. Et à côté de ça, donc, ils bloquent toute une partie. Donc, avec, par exemple, on a des stats en 2015-2016, ils ont fermé plus de 13 000 sites qui étaient hébergés du coup en Chine. Et des comptes aussi, des millions de comptes qui ont été fermés. Et d'un autre côté, on a les patrons de ces grosses boîtes comme Tencent, Ponima, qui est très porté sur la politique, à porter le message du parti, à soutenir toute cette mouvance-là. Donc voilà, donc c'est assez intéressant de voir cet aspect-là.
Ouais, complètement. Jack Ma résume bien quelque part cette relation en disant qu'ils sont amoureux de l'État et du gouvernement sans être mariés avec eux. Mais bon, on le reverra tout à l'heure, notamment en parlant de Jack Ma. Et puis ils ont, comme dit Julien, ils sont, je crois que c'est en 2018 où les trois grands fondateurs d'Alibaba, Tencent et Xiaomi. Xiaomi, ouais. Non, Alibaba, Alibaba, Tencent. oui, pardon, Alibaba. Ils se sont mis, ils ont créé, entre guillemets, une association d'entrepreneurs pour apporter leur soutien au gouvernement chinois. Donc, clairement, ils avancent tous ensemble, main dans la main. Et du coup, la dernière actualité, hein, D'il y a 2 tapez, jours. la Chine et Fortnite. Et du coup, voilà, vous avez toutes les infos dernièrement, là, toute l'histoire à propos de Fortnite du coup et l'aspect jeu vidéo en Chine. C'est assez intéressant, on reviendra Là, on dessus. perd tout le monde, du coup, parce que tout le monde va aller taper C'est ça. Fortnite Ouvre un censuré dans onglet. Google. Bon, après, je pense qu'il y a pas mal peut-être de gamers Ouais. qui nous suivent et qui sont déjà au courant de cette actualité-là. Mais c'est intéressant de voir du coup le pouvoir finalement de l'État par rapport à ce genre de choses. Et on verra que ça part d'un côté d'une idée de se protéger, mais d'un autre côté, ils vont vraiment très loin, c'est-à-dire qu'ils sont capables de couper les tuyaux, couper certains accès assez fortement par rapport à tout ça. Donc, Fortnite, c'est détenu par Epic Games. Et Epic Games, c'est c'est pas une filiale, mais Tencent a 35% de Epic Games. Donc, quelque part, Fortnite, il y a quand même Tencent qui est derrière. La Chine avait déjà mis en place l'interdiction pour les moins de 16 ans, je crois, ou moins de 18 ans, de jouer aux jeux vidéo à partir de 19h ou 20h le soir. Pour vous connecter, pour jouer aux jeux vidéo, il fallait montrer sa carte d'identité, valider que vous avez bien l'âge requis. Donc là, on va encore plus loin quelque part dans la censure. Allez, on avance avec un premier focus sur Baidu. Alors, Baidu, on l'a dit tout à l'heure, c'est classiquement l'équivalent de Google. Ce qui est assez intéressant, si on parle de son fondateur, c'est Robin Li, qui a créé la société en 2000 avec une autre personne. Et Robin Li, en fait, a fait des études aux États-Unis. Il avait commencé sa carrière aux États-Unis. Il travaillait dans une société qui développait le logiciel d'indexation pour le Wall Street Journal. Et en fait, il a mis au point un algo finalement d'indexation et un algo de recherche par lien hypertexte. Il a déposé le brevet de cet algo-là. Et les fondateurs de Google, 2 ans plus tard, Larry et Sergey, ont finalement repris ce qu'il avait fait, ont cité aussi cet algo dans le leur PageRank. Donc c'était assez marrant de voir finalement que Baidu, qu'on connaît honnêtement, qu'on connaît pas, quoi. Et cité dans les white papers de Google au départ, quoi. Ouais. Exactement. Donc en termes de requêtes, on est 6 milliards de requêtes par jour. On ne va pas vous donner trop de chiffres parce qu'en vrai, au bout d'un moment, ça nous parle plus vraiment. 6 milliards, Google est à peu près un peu moins de 7 milliards de requêtes par jour, ce qui fait quand même déjà pas mal de requêtes. Donc voilà, Robin Li est revenu en Chine pour créer l'écosystème Baidu qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, vous retrouvez cette entreprise sur finalement, ils vont avoir la même stratégie que beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que leur part de marché était très importante au début sur cette partie recherche. C'était d'ailleurs dans les premiers à facturer le référencement. Ils l'ont fait avant Google. Et après, ils se sont spécialisés et diversifiés sur différentes activités. On peut voir aussi qu'ils ont développé une grosse expertise sur la performance mobile à travers leurs différentes expériences et leurs différentes apps. Et ils ont même commencé maintenant, ils facturent. Vous pouvez regarder, je ne sais pas, DU Speed Booster ou DU Battery Saver. Ils facturent en fait des apps qui vont optimiser votre batterie sur Android ou autre. Donc voilà, ils commencent à être partout. Ce qu'on note sur Baidu, du coup, si tu peux regarder sur la slide après, ils ont dès le début, alors c'est vrai que c'est assez cash, mais ils étaient très orientés, très complices de la censure qui était en place.
Les articles qui fâchent le gouvernement ou autre ne sont pas affichés. Clairement, voilà, Baidu affiche ce qui doit être affiché pour la Chine. Ils n'affichaient pas le nom de leurs concurrents. Bon. Et puis, vous pouviez aussi, et vous pouvez toujours acheter le nom d'une autre marque finalement pour promouvoir la vôtre. Donc, acheter les mots-clés liés à une marque tout en référençant la vôtre. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait retrouver sur Baidu. C'est le fonctionnement qui ressemble beaucoup à Google. Là, c'est l'interface qu'il y a aujourd'hui. Bon, on retrouve grosso modo la même chose. Ils ont développé comme on va le voir, comme tous les quatre géants du web, aujourd'hui, la grosse tendance, c'est quand même l'intelligence artificielle. Donc, ils ont créé un labo, ils ont créé un OS qui peut gérer différents objets connectés aussi. Et aujourd'hui, finalement, ils ont des équipes qui sont présentes en Chine, mais ils ont aussi une partie de leur entité qui sont dans la Silicon Valley. Voilà, on a mis la stat, 2000 personnes travaillent dans l'entité intelligence artificielle de Baidu, ce qui est assez conséquent, ce qui ressemble à peu près, je crois que Microsoft avait 1900 personnes qui travaillaient sur Cortana à l'époque. Donc, ça fait quand même du monde, sachant qu'on sait que les gens qui sont aussi là-bas sont logiquement plutôt bien câblés. Il y a quand même beaucoup de doctorants ou autres. Donc, on peut le voir, ils ont, ça, c'est leur puce qui est sortie cet été, la V2 de leur puce. Donc, l'idée, c'est d'avoir des puces avec les modèles d'IA directement embarqués dessus. Ils ont développé une plateforme de deep learning pour permettre justement aux développeurs qui veulent développer des applications à base d'IA d'utiliser leur technologie. Vous pouvez regarder, ça s'appelle Paddle Paddle. Donc voilà, ils essayent d'être présents sur ce domaine-là. Sur le site du ROS, vous avez toute la liste des objets connectés qui peuvent être pris en charge par finalement l'IA de Baidu et leurs puces. Ça va des jouets. Il y a un gros marché autour des jouets. Ça va du frigo à la voiture, par exemple. Les bracelets connectés, enfin voilà, après tout ce qu'on retrouve chez nous aussi. Donc ça, c'était le projet Baidu. En même temps que la Google Car, ils ont sorti leur voiture autonome. Un peu pas très joli quand même. Pas très joli, mais là, ils ont sorti cet été le nouveau concept car qui va bientôt arriver. Retour vers le futur. Voilà, un peu plus de gueule, il faut quand même se l'avouer. Sachant qu'il y a déjà des tests aujourd'hui avec un bus. Baidu, c'est l'Apolong, je crois, qui tourne dans une ville. Alors, c'est encore en prototype, mais l'objectif, je crois, d'ici quelques mois, c'est d'avoir des taxis complètement autonomes qui viennent vous chercher. Et donc, les taxis auront cette allure-là. Forcément, à l'échelle chinoise, c'est peut-être plus intéressant de faire des bus connectés que des taxis connectés. C'est ça. Et je crois qu'il y avait même des projets de mettre plusieurs voitures à la suite, comme des wagons. Là, c'est la plateforme de Baidu, donc, qui s'appelle Iki, qui est l'équivalent, on va dire, d'un Netflix ou d'un Prime Video plus connu. Alors, je ne sais pas trop, je n'ai pas passé non plus mes nuits sur la plateforme, mais on peut regarder des films ou des séries, c'est accessible. Donc là, on a perdu la deuxième partie. Donc ouais, vous pouvez tester, c'est assez marrant et c'est intéressant aussi de voir la façon dont c'est filmé. Enfin voilà, pour ceux qui s'intéressent aussi un peu au cinéma, plateforme intéressante auquel vous avez accès, limité, mais on peut déjà quand même regarder un peu le contenu. Juste pour vous montrer, effectivement, alors Iki, c'était pas à l'origine Baidu, ça a été racheté par Baidu. Donc là, voilà, petite c'est digression. à stade de 2019, hein, donc il n'y a pas Disney Plus là qui apparaît, parce que Disney Plus prend beaucoup de parts de marché dernièrement. Ouais. Mais on voit déjà qu'il y a quand même pas mal de... dans les premiers, il y a déjà du coup les géants chinois qui sont présents. Donc QQI, Tencent, c'est Tencent derrière. Youku, c'est Alibaba qui est derrière. Donc Amazon Prime, de toute façon, aujourd'hui, ces entreprises-là, la grosse guerre, c'est trouver du contenu original. Donc on le voit, en fait, Netflix a pris le même chemin, c'est-à-dire qu'ils commencent aussi à finalement acheter des maisons d'édition. Ils vont vous retrouver ce genre d'entreprise aussi au Salon du Livre. Ils vont essayer de nouer des partenariats avec des auteurs, essayer de trouver des histoires très originales. Et puis, comme fait Amazon Prime et Facebook aussi, ça va être la diffusion du sport.
qu'on va aussi retrouver sur ces plateformes. Ça, c'est clairement tout le streaming, tous les événements en temps réel. Oui. D'ici quelques années, on les retrouvera sur ces plateformes-là. Ce ne sera plus à la télé, quoi. Enfin, la télé sera un support. C'est ça. Télé de Xiaomi avec Kiki qui diffuse le cricket indien et le foot US. Allez, un autre focus rapide sur Xiaomi, donc créé en 2010. Eux, du coup, pas d'eux, ils sont partis directement à 8, ils avaient pas mal d'idées. Dès le début, il y avait participation de Tata Group, donc un géant chinois dans Xiaomi, pour essayer de propulser la marque. Et puis, du coup, en part de marché mondial, on le verra juste derrière, un petit peu plus loin, mais c'est vrai qu'ils ont pris une part très importante. Ce qui est intéressant, c'est que eux, voilà, ils ont fait pas mal de choses pour éviter les différents fees qu'il faut avoir sur le Play Store ou être indépendant un peu de Google. Ils ont créé leur Mi Store assez rapidement, qui du coup marche très très bien en Chine. Et puis, ils ont ouvert aussi vraiment des stores physiques aussi. Donc, il y en a un notamment qui était ouvert à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, tout à fait. Moins en France d'ailleurs. En Espagne, il y en a déjà une dizaine, j'ai l'impression. Ce qui est intéressant avec Xiaomi, c'est que eux, voilà, tout ce qui est objet connecté, ils y vont un peu partout. Donc, il y a vraiment de tout, que ce soit les trottinettes électriques, les réveils, les assistants vocaux, tous ces éléments-là. Donc, vraiment, il suit vraiment une tendance du marché au niveau de l'IoT, un nombre d'objets connectés qui continue d'augmenter. Et donc, eux aussi, en fait, surfent sur la vague. Donc, on voit en fait au fur et à mesure, alors là, ça va de T2 2018 à T2 2019, donc sur un an. Mais on voit que la croissance est quand même bien stable. Donc, c'est vraiment, ouais, voilà, il sort vraiment dessus. Et puis, voilà, on a repris un élément aussi, c'est en 2018. Du coup, ils avaient fait un partenariat, par exemple, avec Ikea pour essayer de faire en sorte que tout ce qui est connecté côté Ikea puisse fonctionner avec, on va dire, l'écosystème Xiaomi. Et puis, Xiaomi aussi, c'était évidemment dans les premiers à faire aussi tout ce qui est foldable, donc la capacité évidemment à pouvoir sortir des téléphones voilà, qui se replient, ce genre de choses. Donc voilà, vraiment beaucoup de R&D aussi sur ces éléments-là pour changer un petit peu les différents usages qu'ont les utilisateurs de mobile, de passer du coup d'un format tablette à un format je peux me balader, ce genre de choses. Donc dans les parts de marché téléphone, donc c'est le dernier élément qu'on voulait partager, c'est que Xiaomi aujourd'hui donc c'est 14%. Donc on voit devant qu'il y a Samsung, Apple, donc Xiaomi en troisième, et puis Oppo et Vivo qui sont aussi des géants chinois. D'ailleurs, Oppo et Vivo qui étaient la même boîte au départ, c'est ils la sont même séparés. Boîte, ouais. Donc en fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, ils représentent 21% à eux deux, donc finalement, ils dépassent Apple. Et du coup, la stat qui est intéressante, c'est en 2021. Et du coup, Xiaomi, donc c'est plus 62% de ventes par rapport à la même chose en 2020. Donc c'est quand même impressionnant. Et du coup, ce qui pousse du coup dans le haut, dans les 28%, d'autres boîtes comme Huawei qui disparaît un peu plus des rankings de vente de téléphones. Ce qui était assez rigolo pour avoir fait la conf en physique, c'est qu'effectivement, la première fois qu'on la joue, on demande aux gens qui a un téléphone Xiaomi. Tu as 3 mains qui se lèvent. 6 mois plus tard, tu en as 15. Et puis, tu arrives là, tu fais OK, en fait, tout le monde va finir par avoir ce type de téléphone. C'est ça. Ils ont une stratégie d'essayer de proposer des très bons produits le moins cher possible, de coller au plus près, de réduire vraiment les marges par rapport au coût de fabrication. Et c'est vrai que je prends un exemple, une télé Xiaomi le rapport qui a été pris, qui va coûter 200 €. La même Samsung, c'est 300. Donc, non, c'est assez incroyable la vitesse à laquelle ils arrivent. Encore une fois, une société créée en 2010. Oui, c'est ça, voilà. En 11 ans. Hop. Donc là, si vous avez l'idée de créer une boîte qui fait des téléphones, en 2032, voilà, c'est possible. Alibaba, qui est le plus connu, je pense, des géants chinois. Enfin, en tout cas, le plus connu maintenant. C'est que 4-5 ans, on ne les connaissait pas trop. Aujourd'hui, c'est devenu un mastodonte. C'est quelque chose de très important. Alibaba a été créé en 99, donc 5 ans après Amazon. Et ils ont créé la boîte à 18. Ça, c'est pourquoi faire autant créer la boîte à 18. C'est plus simple. Donc, ça explique aussi, 18, je pense qu'il faut être très bien organiser et bien répartir tes rôles au début. Par contre, c'est comme ça aussi qu'ils ont pu se développer très, très vite et attaquer attaquer vraiment le marché. L'histoire d'Alibaba, elle est très liée avec Jack Ma, qui est son fondateur et qui était le PDG historique. Il est parti à la retraite il y a 2 ans. Jack Ma, en fait, a lui aussi, comme Robin Li
de Baidu a pu faire aussi un voyage en fait aux États-Unis parce qu'il était professeur d'anglais. Enfin, je vous invite à regarder son histoire si vous aimez les histoires d'entrepreneurs. Il a vraiment une histoire assez incroyable. Et il était très bon en langue, en fait. Et déjà, à 10 ans, il faisait visiter sa ville aux touristes américains. Et c'est d'ailleurs eux qui l'ont appelé Jack, surnommé Jack. Donc, il a gardé ce surnom. Et au final, il n'a jamais réussi à percer. Il s'est fait jeter de plein d'entreprises. Donc, il a fini par, vu qu'il était passionné d'anglais, il s'est dit, tiens, bah, autant être prof d'anglais. Il a été envoyé par le gouvernement avec, je crois, une agence de voyage. Enfin, bon, il devait faire un séjour accompagné des officiels aux États-Unis. Et il a été voir un ami à lui à Seattle. À Seattle, donc voilà. Est-ce qu'il a croisé Jeff Bezos dans la rue? Je ne sais pas. Et il découvre Internet, ça n'existait pas là où il était. Et il fait, tiens, c'est marrant, Internet. Il a tapé bière chinoise, Chinese beer. Et en fait, il n'y avait aucun résultat. Donc, il est revenu en Chine et il a créé China Page, qui était l'équivalent peut-être des pages jaunes, on va dire, pour référencer justement les entreprises qui qui proposaient leurs premiers services chinois. Exactement. Et en fait, après, ils ont créé, juste après China Page, Alibaba. Donc voilà, ce que dit Jack Ma, le patron emblématique, c'est qu'effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, Amazon veut tout contrôler. Ils veulent construire vraiment un empire pour maîtriser toute la chaîne. Alibaba, au début, c'était vraiment une plateforme de B2B, en fait. C'est vous êtes une PME, vous voulez vendre vos flexibles à un entrepreneur qui fait des voitures, et ben Alibaba vous aide à faire ça. En plus, au début, vu que c'était tout nouveau Internet, le business model, c'était même pas de prendre de transactions, de commissions. C'est juste la mise en relation. Parce qu'ils trouvaient que ça faisait bizarre, en fait. Ils ne voulaient pas prendre de l'argent aux gens. Donc, ils ont mis de la pub. Ils ont commencé à finalement trouver un peu leur business model en lançant aussi le site. Et puis, au final, ils ont développé de plus en plus de marketplace. On peut le voir sur la presse. Taobao qui a un échange de particulier à particulier, donc qui va plutôt ressembler à eBay. On a Tmall qui est plutôt entreprise vers les particuliers. Nous, aujourd'hui, ce qu'on connaît quand même plutôt en Europe, c'est AliExpress, pardon. Et Alibaba qui était à l'origine donc, du B2B. Et puis Alibaba, c'est aussi diversifié comme les autres. Ant Financial, c'est vraiment une très, très grosse structure. Je ne sais plus combien de millions de paiements passent par jour par cette entité-là. C'est l'équivalent de PayPal. Donc, je ne sais pas quel sera l'avenir d'Alibaba, mais en tout cas, ils rachètent aussi des entreprises pour la partie vidéo, enfin pour des producteurs de films. Ouais, tout à fait. Ouais. La partie sport aussi. Hein. La partie sport, avec Alisport, Youku, c'est l'équivalent d'un YouTube. Donc ça qu'ils ont aussi racheté. Donc voilà, pour faire rapidement une overview sur Alibaba. En ce moment, Alibaba, l'action en bourse est plutôt baissière. En fait, le Jack Ma est parti, lui, à la retraite en 2019. La succession, il y a eu pas mal de soucis avec le gouvernement. Jack Ma a disparu pendant 3-4 mois, en début d'année. Personne ne savait où il était. A priori, il aurait critiqué le parti et puis la façon dont les banques aussi traitaient en financial. Enfin bon, bref. Donc même ce qui doit être dans les top 10 des plus riches au monde, voilà, il ne peut pas tout se permettre. Mais en tout cas, sa philosophie, c'était d'abord mes clients, après les employés et pour finir les actionnaires. Enfin bon, on pourrait faire une conf totale sur Jack Ma et c'est un profil très intéressant. Et puis, petite anecdote qui était sympa, ils ont un hôtel dans la ville où il y a leur siège social. Donc, vous pouvez réserver une chambre dans le Fly Zoo Hotel, qui, en fait, l'idée, c'est d'avoir un hôtel qui met en valeur tout le savoir-faire d'Alibaba à travers l'intelligence artificielle, le robot, l'automatisation, etc. C'est ça. Donc, 83 € la nuit. Si vous passez par là-bas, n'hésitez pas à vous arrêter. Fly Zoo Hotel. Un petit point sur Tencent qui est pareil, maintenant incontournable, donc créé en 98, 5 fondateurs, fondé donc sur la messagerie instantanée QQ. En termes de jeux vidéo, voilà, c'est tentaculaire, hein, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis Ponima qui est
c'est l'homme le plus riche de Chine et je pense aussi pareil dans les plus grosses fortunes mondiales. Donc un écosystème Tencent qui est assez intéressant. Ils ont investi dans Snapchat, ils ont 12%, Spotify c'est 10%, Tesla, ils ont 5% de Tesla. Donc voilà, c'est rigolo de voir qu'il y a des choses de fou. Et puis ce qui leur a fait mal quand même, c'est le rachat avorté de WhatsApp en 2014. Il devait, donc c'est Facebook qui a racheté pour 19 milliards de dollars. Facebook a vraiment allongé l'argent là, pour faire une offre 2 fois plus élevée que ce que Tencent voulait faire. Et Ponima était malade au moment justement de conclure, donc il n'a pas pu retourner pour faire une contre-offre. Et du coup, WhatsApp est parti côté Facebook, mais il voulait vraiment faire quelque chose de titanesque avec WeChat plus WhatsApp, tout ensemble pour conquérir le monde. L'écosystème du coup de Tencent, on l'a dit, hein, toute une partie sur aspect jeux vidéo, toute une partie sur aspect WeChat, QQ, l'aspect App Store, le paiement aussi mobile avec d'autres solutions. Et puis, comme un peu tout le monde, hein, ils se diversifient sur la musique, les news, la vidéo. Voilà, donc évidemment, ce qui marche très très bien à côté de Tencent, c'est WeChat Pay qui est très utilisé. On voit après derrière en termes de société, voilà, il y a des trucs Fortnite, des trucs comme Call of Duty, voilà, ils ont des parts dans vraiment beaucoup de choses au niveau de Tencent, beaucoup de partenariats, soit pour la vidéo, des licences comme la NBA, ce genre de choses. Donc voilà, ils sont vraiment tentaculaires. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu ils ont un doc du coup voilà, qu'ils soumettent pour les autorités de régulation ou autres puisqu'ils sont cotés. Et c'est intéressant de parcourir parce qu'on voit qu'ils essayent de mettre quand même des initiatives pour faire en sorte que les enfants gardent un petit peu une certaine santé. Donc voilà, ça a encore évolué, mais l'idée c'était de se dire que voilà, on impose des pauses, on ne peut pas jouer entre 9h du soir et 8h du matin. Voilà, donc il y a pas mal d'initiatives comme ça qu'ils essayent de montrer. Et donc c'est vrai que voilà, le blocage de Fortnite va aussi finalement dans ce sens-là. Donc est-ce que c'est vraiment Tencent qui pousse ça ou finalement aussi la Chine globalement? Bon, voilà, c'est toujours la question. Il y a une ouverture sur le monde qui a l'air, enfin, vers l'international en tout cas, qui a l'air plus poussée. En termes de société, ouais. Même quand on va sur leur site web, il y a beaucoup de matières traduites déjà qu'on peut, enfin, pour comprendre aussi le fonctionnement de l'entreprise. C'est ça. C'est assez public finalement comme entreprise. Enfin, il y a pas mal d'infos. L'autre point aussi qui s'attaque, on ne voit pas forcément chez les autres, mais c'est l'aspect un peu tech for good, que ce soit sur l'aspect écologie, social, service public, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir qu'ils ont cette partie-là que les autres n'ont pas forcément. Donc voilà, ça fait penser aussi à certains aspects qu'on pouvait avoir avec le système de Facebook, là, le safety check, ce genre de choses. Donc voilà, ils essaient aussi de développer ce genre de mécanisme dans Tencent directement. Là, c'était pour montrer un petit peu le menu de QQ, qui est leur système un peu de news. Et on voit que voilà, il y avait, quand on a fait la capture d'écran à l'époque, c'était rigolo. C'est du coup, on a différentes catégories. Et puis, dans le top premier, c'est les sports qui font partie. Il y a la NBA qui fait partie des sports, mais c'est quand même affiché tout en haut. Et puis les militaires. Bon, voilà, il peut y avoir pas mal de news là-dessus qui est consulté à leur niveau. Donc voilà, directement dans le menu tout en haut, ils ont les top news qui apparaissent. C'est le côté mesure et feedback client en fait. Voilà, ils s'aperçoivent que finalement le client vienne sur QQ pour chercher les militaires. Du coup, autant faire un menu militaire. C'est ça. Un petit focus sur la partie tech. Donc il y a tout un écosystème tech. On l'a vu, il y a une puce. Il y a aussi côté Alibaba la puce qu'ils appellent Ali NPU, pareil pour les modèles machine learning. Il y a le projet Wix de Tencent de mémoire qui était aussi côté Apache Incubator. Huawei aussi contribue beaucoup à certains produits big data qui sont sur la communauté Apache. Donc voilà, on voit en fait sur l'aspect open source aussi, finalement, dans les 5 plus gros contributeurs au monde, ça reste quand même finalement des GAFAM. Alors Apple n'est pas dedans, mais il y a d'autres sociétés. Et puis ils sont eux quand même, on va dire, dans un ranking, on va dire, entre les 5 et 20e sociétés contribuant le plus à l'open source. Donc voilà, ils ont aussi quand même une force de frappe avec le nombre de salariés qu'ils ont qui est quand même assez impressionnante. Le gros focus sur l'IA, on l'a vu tout à l'heure avec un certain nombre de labos de R&D, etc. La réalité virtuelle, bon voilà, il y a eu Facebook avec Meta, mais c'est vrai qu'eux aussi, ils travaillent sur pas mal de choses, sur tout ce qui est monde parallèle. Et puis télécommunications, c'est vrai que c'était un peu aussi ils restent quand même assez pionniers dans tout ce qui est gestion de la 5G, de la façon de communiquer, puisqu'ils ont en fait besoin d'une telle infrastructure pour gérer la Chine qu'ils sont obligés finalement d'être innovants pour réussir à ce niveau-là. Un petit point sur l'aspect cloud pour rebondir sur tout à l'heure ce qu'on a eu du coup pendant le caout. Donc là, la stat, c'est premier trimestre 2021 sur les parts de marché.
Et on voit du coup qu'AWS du coup, à 32%, Azure 20%, Google Cloud 9%. Et puis Alibaba Cloud est quand même à 6%. Et puis pas loin, un petit peu en dessous, vous voyez qu'il y a Tencent Cloud à 2%. Donc voilà, on voit quand même qu'au fur et à mesure, le cloud continue de grossir énormément en termes de revenus. On voit que il y a le petit encart qui indique que c'est 37% d'augmente comparé à Q1 2020. Donc voilà, ça continue d'augmenter. En termes de pourcentage, ça ne bouge pas trop entre Azure, Alibaba, etc. et les autres, mais ça veut dire qu'Alibaba a quand même fait encore 37% d'augmentation en termes de revenus grâce au cloud. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et on les voit d'ailleurs, ils font de la pub sur des terrains de sport à la télé. On commence à voir la pub Alibaba Cloud. Je ne sais même pas si ce n'était pas sponsor d'ailleurs aussi de sponsor maillot Oui, on de voit certains aussi clubs. même oui, à la Coupe du Monde Ouais, ou tout à fait. Ouais. dans le sport, on voit de plus en plus des éléments voilà, liés à des partenaires chinois pour justement attaquer un petit peu plus d'autres marchés comme l'Europe ou l'Amérique. Ce qui est intéressant de voir sur les clouds, par exemple comme Alibaba, bon, voilà, ils affichent un petit peu l'idée. Donc un élément mis en avant très rapidement. Donc souvent, nous, ça va être la sécurité, c'est hébergé en France, on est HDS pour les données de santé, ce genre de choses. Là, ce qu'ils mettent quand même assez rapidement en avant, c'est que c'est le plus gros provider chinois et il va vous aider par rapport à toutes les compliance support. Et on voit qu'il y a même un lien sur China Gateway. En fait, ce qui est assez intéressant de comprendre, c'est qu'ils expliquent vraiment avec un tutoriel pas à pas comment on peut se connecter en Chine. Donc, soit on est une société complètement en dehors de Chine et on aimerait avoir une présence en Chine, donc il faut quand même faire quelque chose pour passer la China Gateway. Soit on peut avoir par exemple un office en Chine, un bureau, et là du coup il y a aussi des contraintes pour l'aspect VPN, communication. Soit on peut avoir une filiale, donc on a quand même notre société mère qui est en dehors de la Chine, mais on crée une filiale pour la Chine. Soit le dernier niveau qu'on a, évidemment qui est le plus simple, c'est vraiment d'avoir une société complètement en Chine, on va dire indépendante. Donc ça, voilà, c'est intéressant de voir qu'ils accompagnent pas à pas pour expliquer dans quel cas il faut faire ceci, cela en termes de conformité par rapport à tout ça. Ce qui est plutôt en phase au final avec le vœu initial des fondateurs de Alibaba, c'était de dire nous, on veut être le lien entre les entreprises et les aider à se développer, les aider à devenir un Amazon. Donc finalement, on retrouve même 20 ans, plus de 20 ans plus tard. Là, c'est une petite vidéo d'un gars qui s'appelle Matthew Brennan qui se balade pas mal en Chine, qui est un reporter dédié à la Chine. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, du coup, il explique qu'il se balade à l'aéroport. Il a un élément pour le reconnaître. Vous voyez que ça tourne, ça va le reconnaître et ça va lui indiquer où est son prochain vol, sachant qu'en fait, il n'a rien indiqué à l'aéroport. Donc, il n'a pas mis sa photo, il n'a pas uploadé sa photo ou autre. Alors, certes, il y a peut-être sûrement un lien entre son billet d'avion, la porte dans laquelle il est, etc. Mais tout ce qui est reconnaissance faciale, il n'a jamais ajouté une seule de ses photos à l'aéroport. Et en fait, automatiquement, ils ont reconnu qui c'était et ils lui ont indiqué du coup le chemin. Donc, c'est impressionnant de voir ce genre de choses. Alors, il y a toujours la question, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Mais en tout cas, du coup, ils font des choses assez innovantes sur ces éléments-là. Un petit focus sur l'aspect leadership. Oui, alors là, on a mis la photo de Crazy Jack, donc le fondateur d'Alibaba. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les responsables de ces entreprises, finalement, ont les mêmes codes que les responsables des GAFA et des entreprises très connues de la Silicon Valley. C'est des gens qui connaissent très bien leurs produits. Les vidéos de ces personnes-là sont intéressantes. Voilà, c'est ça. Il y a quelque part, il y avait un vrai culte autour de Jack Ma. Son histoire, alors après, voilà, il a un très bon storytelling. Donc, mais c'est vrai que son histoire, c'est la façon dont il se présente. Tout à l'heure, il était déguisé en punk pour les 20 ans d'Alibaba. On retrouve un peu le même culte qu'il y avait autour de Steve Jobs, où les gens faisaient la queue devant un Apple Store ou devant la conf d'Apple pour aller voir Steve Jobs parler. C'est des gens qui ont fait leurs études aux États-Unis, qui ont finalement réussi aussi à débaucher certains CTO ou très bons ingénieurs chez les côté Silicon Valley. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces deux sociétés les deux types de sociétés, si on les oppose avec le GAFA, ont vraiment les mêmes codes. Les mêmes codes, exactement. Et donc, il y a tout un speech qui est intéressant du coup à regarder si vous voulez plus loin. Ouais, complètement. On n'aura pas le temps de le voir là. C'est une vidéo qui dure 2 minutes. Mais ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo Crocodile in the Yangtze, en fait, c'est un journaliste qui est arrivé
au début. Je vais essayer de l'expliquer en moins de 2 minutes. C'est un journaliste qui est arrivé dès le début en Chine, qui a rencontré Jack Ma dans sa ville. Et il lui a dit, bah, attends, on crée une boîte, t'as qu'à venir avec nous. Donc, il l'a parachuté directeur de la com. C'était un journaliste américain. Et en fait, le film dure 1h20. C'est vraiment sur la naissance d'Alibaba. Et là, on voit Jack Ma qui explique à ses 17 autres fondateurs que les concurrents sont dans la Silicon Valley. Là, on est en 2000 et qu'il va y avoir une bulle en 2001, que tout va exploser, qu'il faut qu'il reste solide, que le concurrent, c'est eBay, etc. etc. Internet, c'est l'avenir, etc. Exactement. Super, super vidéo, très intéressante. Et là, on a encore perdu la moitié des streamers. Parfait. Allez. L'autre partie, donc sur les leaders, donc on a dit, il y a Ponima, Jack Ma, Robin Lee, ils ont tous des histoires aussi assez intéressantes. Ponima qui a rencontré sa femme sur QQ, justement, la messagerie instantanée qu'il a lancée au début, il faisait le support, et à force de discuter avec une personne, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, c'est magnifique, ce storytelling. Une belle histoire. La question qu'on peut se poser, et c'est la même pour les géants américains, c'est que là, Jack Ma est parti à la retraite, Ponima, il doit être né dans les années 60, donc qu'est-ce qui va se passer en fait une fois que c'est finalement que les créateurs qui ont quand même leur vision, leur déontologie, et puis voilà, qui ne veulent pas non plus faire n'importe quoi avec leur entreprise, une fois que ces gens-là partent, finalement, vous avez des mastodontes qui restent et qui vont pouvoir étendre leur empire aussi. Donc, c'est la question qu'on peut se poser. On a mis ça, c'est aussi l'impact culturel. Aujourd'hui, la fête des célibataires en Chine, elle est très. C'est un événement qui a été créé avant finalement les géants du web chinois, mais qui a été vraiment repris par Alibaba. Jack Ma l'a vraiment bien marketé. Il y a Scarlett Johansson qui était venue quelques années, je crois, pour lancer la journée des célibataires. Et c'est la journée, je crois, où il y a le plus de transactions sur le commerce en ligne en Chine. Donc, gros impact là-bas. Ouais, l'équivalent du Black Friday américain, quoi. La partie lifestyle, un petit focus, donc il y a la partie life balance. Oui, clairement, dans la philosophie, c'est 9 heures par jour, donc de 9 heures, 10 heures par jour, de 9 heures à 21 heures, ok, 6 jours par semaine. Ça, c'est clairement le mindset des gens là-bas, c'est environ 60 heures par semaine. Jack Ma avait même dit, bon, de toute façon, ces gens veulent faire du perso, ils ont qu'à rencontrer leur conjoint ou conjointe chez Alibaba, ce serait quand même plus simple. Dans la même société, franchement, vous ne prenez pas la tête, oui. voilà. Mais bossez pour moi, s'il vous plaît, merci. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a eu un mouvement sur GitHub pour dénoncer ces conditions-là. Alors, il y a beaucoup de censure aussi autour de ça, mais ByteDance, qui est l'entreprise de TikTok, a annoncé cet été que les gens devront maintenant travailler qu'un samedi sur 2 et plus tous les week-ends. Donc finalement, il y a quand même il y a une prise de conscience et de toute façon, voilà, on a tous en tête aussi des vidéos où les gens se dorment dans la rue tellement ils sont claqués. Donc il y a quand même encore cette grosse culture où il faut battre les autres, il faut travailler pour travailler à fond pour réussir. Et puis après, en termes de lifestyle, juste une petite vidéo. Là, c'est pareil, c'est pris sur Internet. Donc là, c'est Chongqing en Chine. Donc là, c'est juste une ville chinoise parmi tant d'autres. Alors, ok, elle est assez grande, hein. Elle est placée 17e au rang mondial des villes les plus remplies. Mais on peut imaginer du coup la taille, le nombre de personnes qui sont là-dedans. Donc, c'est estimé à quelque chose comme 12 millions d'habitants. Mais c'est impressionnant de voir ce genre de choses, quoi. C'est juste un bout du centre-ville de cette ville-là. Tous connectés. C'est impressionnant quand même, hein. On se dit qu'il y a vraiment du monde. Pour finir donc cette présentation, l'idée c'est de présenter aussi l'aspect un peu, donc on a parlé un petit peu de la capitalisation boursière. L'idée c'est de montrer l'évolution. Donc on voit qu'il y a Alphabet qui est toujours quand même largement en avance par rapport à Baidu. Et on voit qu'en termes de progression, Baidu progresse un peu plus. Amazon a largement en avance par rapport à Alibaba, mais pareil, en termes de progression, Alibaba augmente plus vite. Facebook et Tencent, pareil. Et puis Xiaomi, c'est pareil, hein, face à Apple, ils partent de beaucoup plus loin. Mais finalement aussi en termes de progression, de croissance du chiffre d'affaires, c'est quand même impressionnant, hein, 67%. Je pense qu'il y a pas mal de sociétés qui seraient contentes d'avoir ça, quoi. Complètement. Donc voilà, je pense que notre quotidien dans les années à venir sera aussi avec ces géants du web. L'idée, c'était que vous puissiez mieux les appréhender en découvrant aussi leur histoire, les produits qu'ils peuvent faire et puis voilà, la direction qu'ils souhaitent prendre. Il y a 2 ans, on était peu à connaître TikTok
par exemple. Oui. Aujourd'hui, voilà, tous les jeunes vont sur TikTok, c'est tendance. Donc, on peut imaginer que d'ici quelques années, effectivement, alors il y aura peut-être d'autres qui vont arriver, mais en tout cas, ceux-là sont quand même assez solides. Oui. On devrait les retrouver. Oui, tout à fait. Pour aller plus loin, on a mis un certain nombre de liens. Donc, il y a Acquire, le Café de la Bourse. Il y avait un article vraiment très intéressant. China Tech News, qui est justement, je crois, géré par le gars dont j'ai montré le tweet tout à l'heure. China Channel aussi, où il y a pas mal d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, on pourra peut-être mettre quelques liens dans le stream après la conférence. Et puis, sur ce, on vous remercie en tout cas pour la conférence. Et j'espère que vous avez pu apprendre un certain nombre de choses. On vous a piqué votre curiosité, que vous êtes tous partis en ouvrant différents onglets. C'est ça. Voilà, on est très content d'être à Codeur en scène. On remercie les organisateurs et puis on a toujours plaisir à raconter ces petites histoires. Merci beaucoup aux orgas, c'était super. Merci pour la prépa et puis bon appétit du coup. Ouais, si les gens n'ont pas mangé déjà. Ouais. Merci Julien, merci Antoine. Je pense que les gens ont mangé déjà. Ah, parfait. Bon, on va aller manger nous alors. On a éventuellement le temps pour une ou deux questions si vous n'êtes pas trop affamés. Non, du coup, la question, alors vous avez en partie répondu, mais donc là, hop là, je retrouve, voilà. En gros, toutes ces entreprises chinoises, c'est vrai, hormis quelques-unes, sont finalement assez peu visibles en frontal, vraiment, depuis la France. Et donc, est-ce qu'elles vont vraiment percer en Europe et en US par rapport au GAFAM? Ouais, moi j'ai une première réponse par rapport à ça. Moi je suis pas mal dans tous les aspects cloud et c'est vrai que Alibaba Cloud, AliCloud, on entend de plus en plus parler. Même des fois, on peut avoir des pubs en fonction des recherches qu'on fait sur des produits cloud, etc. Ils font beaucoup d'efforts pour offrir des certifications, faire des chemins de certification aussi autour de ça. Donc c'est vrai que d'un point de vue euh, écosystème tech et l'aspect être développeur friendly, etc., je trouve qu'ils font quand même beaucoup d'efforts dernièrement pour s'afficher là-dessus. Donc, je pense qu'ils peuvent quand même rentrer par ce biais-là. Après, sur l'aspect tout public, d'un autre côté, on a vu là, sur l'aspect Coupe du Monde ou certains événements sportifs ou événements même tout court, ils sont quand même très présents. Donc, voilà, il y a eu beaucoup d'événements aussi sur TikTok. Je pense que ça leur aide quand même à démocratiser et avoir une phase publique peut-être. Alors après, souvent, la phase publique, on l'a peut-être juste sur le nom du produit, comme TikTok, et on connaît peut-être moins la maison mère tentaculaire qu'il y a derrière. C'est vrai que c'est un peu la stratégie aussi de Tencent finalement, d'être un peu, complètement. avoir des parts un peu partout et pas forcément d'être visible. Mais voilà, ça dépend, je pense, un petit peu des différents produits qu'ils ont à mettre en avant. C'était le patron de Renault, je crois, qui disait que les voitures chinoises étaient déjà là, en fait. Les concurrents sont déjà là et ils arrivent très vite. Le Huawei User Group, tu vois, ils ont aussi des objectifs très forts. En fait, il y a déjà des métriques de dire, voilà, il faut tant de personnes. Il y a quand même une stratégie d'attaquer très vite les marchés. Après, heureusement, il y a aussi, je pense que côté français, il y a une législation, on ne peut pas faire n'importe quoi. On l'a bien vu avec Huawei. Alors après, on sait pas, c'est dur de sortir le vrai du faux aussi, parce que je pense que les États ne veulent pas non plus que les Chinois viennent trop avec leurs produits et vice-versa. Donc, le sentiment, c'est quand même que rapidement, on entend de plus en plus parler. Ouais, ils vont vraiment contrebalancer, on va dire, je pense, les produits et sociétés américaines. Ouais. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, ok. Juste une petite dernière question, du coup, c'est vous êtes du coup chez Zenica et est-ce que chez Zenica, vous avez testé un peu les clouds chinois et autres? À Zenica en soi, pas forcément. On a, on va dire, individuellement des gens qui testent et qui font des petits retours. Typiquement, Lise là, a reçu des coupons là, pour Nuage FR. AliCloud, certains avaient essayé aussi. Donc, l'idée, c'est juste de tester différentes choses pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai regardé un peu plus Alibaba Cloud, effectivement. C'est vrai que c'est assez bien fait. Hein. Ils ont vraiment des user groups dédiés à aider à passer les certifs, à monter en compétences. De la même manière qu'il y a des user groups, je sais pas moi, sur le monde du Java, côté Google avec les GDG, etc. Voilà, ils créent aussi quand même, ils se donnent les moyens finalement d'arriver à ça, même aussi pour publier leur app
que ce soit Huawei avec Gallery, Xiaomi avec son Mi Store, etc. Ils travaillent beaucoup, par exemple, avec Bitrise ou ce genre de produits pour pouvoir justement déployer en façon automatique, que ce soit sur le Play Store, l'Apple Store, mais aussi les stores chinois, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là aussi. Alors, je n'ai pas eu le temps de tester, mais je sais qu'ils travaillent beaucoup quand même pour rendre vraiment l'aspect côté un peu, avoir une image un peu sympathique envers les développeurs aussi, montrer tout ce qu'on peut faire, que finalement leurs stores sont intéressants, que leurs clouds sont intéressants. Mais bon, après, ça viendra aussi doucement, je pense, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas de client qui nous a demandé de migrer leurs applis vers Alibaba Oui. Cloud. Aujourd'hui, clairement, côté client, en tout cas, c'est français ou alors américain. Mais voilà, ça va être intéressant de voir aussi l'évolution à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dans le marketing, dans le sponsoring. Ça passe aussi par les communautés de dev. Donc, à voir si ça prend. Alibaba a une grosse culture aussi de liens avec les écoles. C'est comme ça qu'ils recrutent. Donc, à voir aussi. Je sais qu'Oracle avait fait ça il y a une vingtaine d'années en France, où tous les étudiants pouvaient avoir du Oracle gratuit sans problème. Forcément, quand tu arrives en entreprise, tu connais que Oracle, tu as envie de leur dire Oracle, c'est super, quoi. Donc, je pense qu'Alibaba, je ne sais pas, mais ça peut être une stratégie aussi de leur côté. Et puis, côté dev, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend juste les frameworks front-end, c'est plutôt les géants américains qui les ont poussés, que ce soit React ou Angular. Vue.js, c'est pas tagué Alibaba. Et Vanu, il vient pas d'Alibaba. Mais je sais que tu avais une grosse communauté aussi de dev Alibaba, alors il y a 2-3 ans déjà, qui supportait Vue.js. Donc, bon. Merci pour votre retour, Julien et Antoine. On va devoir passer à la conférence suivante.